Une employée est assassinée sur son lieu de travail. Ce genre de choses n'arrive jamais dans le sud-ouest du Minnesota. On l'avait étranglée avec ses vêtements et son collier. Il y a des témoins, des preuves et même des aveux. Il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à faire des allers-retours en prison. Pourtant, il faudra des années pour parvenir à arrêter le vrai coupable. Il fallait que je continue de chercher. Une femme disparaît mystérieusement. On l'a appelée plusieurs fois, sans succès. Elle avait tout bonnement disparu. Les enquêteurs fouillent son appartement, mais le tueur les a devancés. A priori, c'était un fan des experts. Il savait qu'on allait venir et il savait ce qu'il faisait. La police a un suspect, mais il refuse de parler. Il vivait caché. Si la police ne trouve pas le corps de la victime, le meurtre sera difficile à prouver. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour ces deux nouvelles affaires des Enquêtes Impossibles. Comme vous allez le constater dans quelques instants, notre première histoire offre un impressionnant florilège des techniques employées par les experts médico-légaux pour déterminer avec certitude la culpabilité d'un suspect. Prélèvement d'empreintes digitales sur un paquet de cigarettes et d'ADN sur la sueur imprégnant un bracelet-montre. Comparaison de blessures et d'objets contondants, étude d'empreintes palmaires et emploi de fichiers informatisés. En une seule enquête, les criminologistes vont vous faire partager bon nombre de leurs secrets. Les parcs nationaux sont d'ordinaire des lieux paisibles et calmes, le genre d'endroit où l'on aime aller en famille. Et lorsque Carrie Nelson se voit proposer un poste dans le parc national des Blue Mounds, dans le Minnesota, elle saute sur l'occasion. Elle accueillait les campeurs et les randonneurs à leur arrivée au parc. Elle était vraiment faite pour ce genre de job. Elle aimait aider les gens. Ça faisait partie de sa personnalité. Carrie adore son travail, mais un après-midi de mai 2001, un collègue pénètre dans le bureau et fait une terrible découverte. Le corps de Carrie gît dans une mare de sang. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses dans le coin. Quand ma sœur m'a appelé, elle était hystérique. À un moment, j'ai entendu qu'elle me disait « Carrie est morte ». Et là, ça a été le plus grand choc de toute ma vie. À en juger par la scène de crime, Carrie semble s'être défendue jusqu'au bout. Le combiné du fax était décroché et il y avait une chaise à moitié cassée dessus. Il y avait aussi plein de papiers éparpillés par terre. Malheureusement, le bureau d'accueil du parc n'est pas équipé de caméras de vidéosurveillance. La caisse est vide, tout comme le coffre-fort situé dans la pièce de derrière. Cet argent provient de la vente des souvenirs et de la location des emplacements de camping. Les responsables du parc estiment la somme dérobée à 2000 $. Le coffre était dans le bureau derrière la caisse. Mais quand on était face au comptoir et qu'on regardait droit devant, on voyait qu'il y avait un coffre-fort. En fouillant la scène de crime, les enquêteurs trouvent un indice qui leur permet de déterminer l'heure approximative à laquelle Carrie a été agressée. On a trouvé une lettre que Carrie était en train d'écrire. Et il y avait la date et l'heure dessus. 14 heures pour être précis. Elle avait commencé à écrire une lettre à son petit ami, mais n'avait pas eu le temps de la finir. Le fiancé de Carrie est immédiatement rayé de la liste des suspects. Il était à Winden. C'est à plus d'une demi-heure de route. Quand on l'a appelé pour lui dire que sa petite amie venait de se faire assassiner, il s'est évanoui. À cette heure de l'après-midi, il y avait plus d'une centaine de visiteurs et d'employés dans le parc. Les enquêteurs apprennent que Carrie avait peur de l'un des hommes d'entretien du parc, un jeune homme de 26 ans, Steven Barber. Carrie avait confié à une de ses amies qu'il la suivait et qu'il était toujours derrière elle. Carrie et ses collègues savaient que Barber dealait et fumait de la cocaïne dans le parc.
Carrie avait plusieurs fois parlé de prévenir la police pour leur dire qu'elle était persuadée qu'il prenait de la drogue. Barber avait-il découvert que Carrie était sur le point de le dénoncer? Sans compter que l'argent dans le coffre-fort aurait pu l'intéresser. Étant donné que Barber était toxicomane, on s'est dit qu'il avait peut-être voulu voler l'argent du coffre. D'autant plus que Barber n'a aucun alibi pour l'heure de la mort présumée de Carrie. Ma petite fille ne se jettera plus jamais dans mes bras en me disant « Papa, je t'aime ». Celui qui a fait ça doit être mis en prison. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Les experts médico-légaux n'ont aucun mal à reconstituer la scène de l'agression. Ils ont en effet retrouvé des gouttes de sang parfaitement rondes près de la caisse et du coffre. Et les tests ADN montrent qu'il s'agit du sang de Carrie. Elle a sûrement été frappée avec le poing ou un objet quelconque. C'est ce qui l'a fait saigner du nez. Ensuite, le tueur l'a emmenée jusqu'à la caisse, d'où les gouttes de sang qu'on a retrouvées à côté. Les médecins remarquent aussi de petites hémorragies sous-conjonctivales dans le blanc de ses yeux, ce qui signifie que le tueur lui a serré la gorge. Il l'a certainement prise à la gorge pour la maîtriser. Il a dû utiliser ses vêtements et son collier pour l'étrangler. C'est ce qui a provoqué ces petites hémorragies au niveau de l'œil. Il n'y a pas eu agression sexuelle. Le décès a été provoqué par un coup porté par un objet contondant. Elle a visiblement été frappée avec un objet contondant, ce qui a provoqué d'importantes blessures à la tête et au visage. Ce sont ces blessures qui sont la cause du décès. Médecins légistes et experts spécialistes des taches de sang sont capables de tirer un maximum de déductions à partir de quelques traces présentes sur une scène de crime. Dans notre affaire, l'hémorragie sous-conjonctivale prouve que l'assassin a essayé d'étrangler sa victime. En temps ordinaire, ce type d'hémorragie sans gravité se manifeste par une rougeur sanguine dans le blanc de l'œil. Ne parvenant pas à ses fins, le tueur s'est emparé d'un objet contondant et a asséné plusieurs coups violents sur le crâne de la jeune femme, provoquant un caillot cérébral et de larges éclaboussures tout autour du corps. Les taches rondes, tombées verticalement sur le sol, indiquent, elles, qu'avant de succomber à ses blessures, Carrie Nelson a eu le nez fracturé. Les enquêteurs pensent que le vol et le mobile de l'homicide, le coffre du bureau a été fracturé et 2000 $ ont disparu. Mais le meurtrier connaissait-il la jeune femme? Ou faisait-il partie des centaines de visiteurs du parc? Le parc national des Blue Mounds ne possède qu'une seule et unique voie d'accès. Et pour y entrer, il faut normalement présenter une autorisation. Mais les enquêteurs apprennent que toutes les entrées et sorties ne sont pas systématiquement contrôlées. Il pouvait très bien y avoir dans le camping des gens dont nous ignorions la présence. De plus, le parc est loin de tout et s'étend sur des centaines d'hectares, ce qui signifie que le tueur a pu très facilement disparaître dans la nature. Un campeur déclare aux enquêteurs qu'il a vu une voiture passer à toute allure devant son emplacement, situé juste à côté de l'accueil. Il a vu une grosse voiture blanche, genre paquebot, partir sur les chapeaux de roue. Le campeur ne peut malheureusement pas voir la plaque d'immatriculation, le modèle, ni même la marque de la voiture. Mais il se souvient qu'il l'a vu passer entre 14h15 et 14h30. Carrie était seule à l'accueil. La dernière personne à l'avoir vue vivante était un campeur qui est passé à la caisse à 13h53. Le corps de Carrie a été retrouvé à 14h44, ce qui veut dire que la mystérieuse voiture blanche était là au moment du meurtre. Steven Barber, l'employé qui suivait Carrie avant qu'elle ne soit tuée, possède justement une voiture qui correspond à cette description.
Barber avait une Cadillac blanche, le genre de voiture qui fait paquebot, justement. Les enquêteurs l'interrogent, mais il nie toute implication dans le meurtre de Carrie. Il prétend qu'au moment des faits, il était à l'anniversaire de sa sœur. Il est arrivé chez elle à 15 heures. Vu l'heure à laquelle le meurtre a eu lieu, ça ne l'éliminait pas pour autant de la liste des suspects. Mais les enquêteurs ne trouvent rien de suspect ni dans la voiture de Barber, ni chez lui. Sur la scène de crime, ils trouvent un bracelet-montre près du corps de Carrie. On aurait dit qu'elle le montrait du doigt. Un des côtés du bracelet en cuir a été arraché. Il avait certainement été arraché pendant la bagarre. Cette montre n'est pas celle de Carrie. Steven Barber prétend qu'elle ne lui appartient pas non plus, et aucun des collègues de Carrie ne la reconnaît. Près du corps de Carrie, les enquêteurs retrouvent également un paquet de cigarettes de marque Doral. Carrie ne fumait pas, et aucun des employés du parc ne fumait cette marque de cigarette. On en a donc déduit que c'était le paquet du tueur. Il n'y a aucune empreinte, ni sur la montre, ni sur le paquet de cigarettes. Les techniciens chauffent de la superglue et la vaporisent dans tout le bureau afin de faire apparaître d'éventuelles empreintes digitales. C'était un travail de titan. Vu le nombre d'allées et venues dans ce bureau tous les jours, il y avait un nombre incalculable d'empreintes sur tout un tas d'objets. Grâce à cette technique, les enquêteurs récoltent 135 empreintes latentes. Mais aucune de ces empreintes ne correspond à celle du suspect, Steve Barber. Les techniciens effectuent également des relevés sur la montre. Ils trouvent 3 profils ADN, dont celui de Carrie Nelson, sûrement parce qu'elle a arraché sa montre à son agresseur. Mais aucun des 2 autres profils ne correspond à celui de Steven Barber. On était persuadé que c'était Barber, mais toutes les preuves semblaient dire le contraire. Les enquêteurs ont des empreintes et des profils ADN, mais toujours pas de suspect avec qui les comparer. 5 jours après le meurtre de Carrie Nelson, les enquêteurs retrouvent ce qu'ils pensent être l'arme du crime. C'est un des souvenirs que l'on trouve au bureau d'accueil, une pierre avec le logo du parc dessus. Ils l'ont retrouvée dans un ruisseau à plus de 2 km de la scène de crime. Ce genre d'objet n'avait rien à faire là. Sans compter qu'il avait justement disparu du bureau où Carrie Nelson avait été assassinée. Sans compter qu'on a retrouvé des morceaux de la pierre en question éparpillés près du corps. Et que la voiture blanche allait dans la direction du ruisseau lorsque les témoins l'ont aperçue. S'il conduisait du côté gauche de la route, l'assassin pouvait très bien l'avoir jeté dans la rivière par la fenêtre côté conducteur. Mais l'eau du ruisseau a effacé toute trace éventuelle qui aurait pu permettre d'identifier le tueur. J'ai pris des photos des blessures sur le corps de Carrie. Et certaines d'entre elles, notamment celles au visage et à la tête, correspondaient à la forme de cet objet. Quelle que soit l'habileté du tueur, un meurtre laisse toujours des traces de violence sur le corps de la victime. Lors de l'autopsie, le médecin légiste interprète ces traces et les reporte sur une carte sous forme de symbole. Ainsi, un impact de balle peut révéler le calibre de l'arme et d'éventuelles brûlures de la peau indiquer un tir à bout portant. Les contusions ou hématomes apparaissent quand un choc violent a fait éclater les vaisseaux capillaires. Leur forme peut indiquer la direction de l'impact et leur couleur, le temps écoulé depuis la mort. À bout portant, un tir de fusil de chasse ne laisse qu'une grande blessure. À distance, il produit un mouchetis de plaie qui indiquera à quel éloignement se trouvait le tireur. La strangulation manuelle produit des traces distinctives de contusion au niveau de la gorge. Mais certains cordons souples ne peuvent laisser que des marques très discrètes qui ne seront révélées qu'à la dissection. Enfin, lors de l'autopsie, il peut n'y avoir aucune trace extérieure de coup sur la tête, mais l'examen interne
au moyen du scanner, révélera l'hémorragie cérébrale. Dans notre affaire, les enquêteurs sont parvenus à retrouver l'arme du crime, une grosse pierre gravée faisant office de presse-papier. Elle a été abandonnée par le tueur dans un ruisseau, à quelques kilomètres de la scène de crime. Les experts passent plusieurs heures à comparer les empreintes retrouvées sur la scène de crime avec celles des employés du parc et des campeurs présents ce jour-là. 97 de ces empreintes appartenaient aux employés, ce qui nous laissait 38 empreintes latentes non identifiées. Ils interrogent alors le fichier régional, mais aucune de ces 38 empreintes ne correspond à celle d'un criminel connu. On était très étonnés de n'avoir trouvé aucune correspondance, parce qu'on était persuadés que l'assassin n'en était pas à son coup d'essai. Les profils ADN retrouvés sur la montre sont eux aussi comparés à ceux du fichier régional. Malheureusement, le fait qu'il y ait 2 profils génétiques sur la montre leur complique la tâche. Quand il y a plusieurs ADN, on est obligé de travailler sur un mélange de différents types d'ADN, ce qui empêche d'isoler chaque profil de manière définitive. 19 profils pourraient correspondre dans le fichier régional des empreintes génétiques du Minnesota. On espérait qu'au moins une de ces 19 personnes soit notre suspect, pour qu'on puisse résoudre cette affaire. Mais ce n'est pas le cas. Après enquête, ces 19 personnes sont lavées de tout soupçon. On n'a jamais perdu espoir. D'un côté, on ne veut plus entendre parler de tout ça, mais de l'autre, on veut savoir qui a fait ça. C'était très frustrant pour les enquêteurs. Ils avaient un témoin qui avait vu une voiture blanche quitter la scène de crime, une montre avec une empreinte génétique dessus. Un an plus tard, les enquêteurs ont enfin une piste sérieuse. Un détenu déclare que son compagnon de cellule, Anthony Flowers, lui a confié être le meurtrier de Carrie Nelson. Monsieur Flowers avait un sacré casier judiciaire. C'était un braqueur de banque qui avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à faire des allers-retours en prison. Flowers s'était échappé de prison quelques jours avant le meurtre de Carrie, et il était encore en cavale au moment des faits. Mais contre toute attente, cette piste ne mène nulle part. Les preuves montrent que Flowers n'a rien à voir dans cette histoire. Ces empreintes ne correspondaient pas à celles de la scène de crime, tout comme son ADN, ce qui l'éliminait d'office de la liste des suspects. Dans ce cas, pourquoi son codétenu l'a-t-il accusé? Tout simplement parce que les 2 compères avaient un plan. Une forte récompense avait été offerte pour toute information conduisant à l'arrestation du meurtrier de Carrie Nelson. Il avait donc l'intention de la toucher et de la partager ensuite avec Flowers. Les enquêteurs découvrent également que Flowers préfère largement le confort des prisons d'État à celui des prisons fédérales. Flowers allait passer le reste de sa vie dans une prison fédérale dans le Minnesota. Nous pensons qu'il voulait s'accuser du meurtre pour être transféré dans une prison d'État et donc profiter d'un meilleur confort pour finir sa peine. Une fois encore, l'enquête est dans l'impasse. Pendant les 5 années qui suivent, les enquêteurs vont exploiter plus de 600 pistes, mais aucune ne les mènera jusqu'au tueur. Jusqu'à ce qu'ils se penchent de nouveau sur les preuves médico-légales. Après 5 ans d'enquête, les experts décident de procéder à de nouvelles analyses. En 2006, il existe désormais de nouvelles techniques d'analyse ADN, bien plus pointues qu'en 2001 et de fait bien plus précises. Les enquêteurs décident donc de refaire analyser la montre trouvée sur la scène de crime. Le bracelet de la montre est en nylon tissé et ils se demandent si cette matière aurait pu absorber la sueur du meurtrier.
La sueur en elle-même ne contient pas d'ADN, mais le corps évacue des cellules porteuses d'ADN par la sueur, et cette sueur peut très bien se déposer ensuite sur le bracelet de la montre. Les experts parviennent effectivement à isoler des cellules cutanées sur le bracelet, et ils n'ont plus qu'à effectuer un test ADN. Ils trouvent 2 empreintes génétiques. À première vue, il s'agissait vraisemblablement d'un mélange d'ADN féminin et masculin. L'ADN féminin n'est pas celui de Carrie Nelson. Quant à l'ADN masculin, il ne correspond à aucun criminel répertorié dans le fichier du Minnesota. L'expertise des cellules épithéliales prélevées sur le bracelet de la montre révèle qu'il a été porté alternativement par un homme et une femme. Or, les profils génétiques ne correspondent pas à ceux des criminels figurant dans le fichier ADN de l'État du Minnesota. À force d'envisager le problème sous tous ses angles, les policiers s'intéressent à nouveau au paquet de cigarettes retrouvé lui aussi sur la scène de crime. Et ils ont alors une géniale intuition. Le paquet de cigarettes avait un timbre fiscal du Dakota du Sud. Cela voulait donc dire que le paquet avait été acheté là-bas. Les enquêteurs envoient donc le profil aux autorités du Dakota du Sud et leur demandent de faire une recherche dans leur propre base de données des criminels recensés. Ils avaient un profil qui correspondait. L'ADN masculin retrouvé sur la montre est celui de Randy Sweeney, 35 ans, un petit délinquant qui purge une peine de 30 mois de prison pour cambriolage. Il avait l'habitude de repérer les lieux avant de faire un cambriolage. Donc, il était fort possible qu'il soit venu au parc en repérage ce jour-là. Mais les enquêteurs se demandent à qui peut bien appartenir l'ADN féminin retrouvé sur la montre. Ils se tournent donc logiquement vers la personne la plus proche de lui, sa femme, Dawn. Et comme il s'y attendait, c'est bien son ADN qui est sur la montre. Ça faisait d'elle un suspect potentiel, donc il fallait qu'on examine son emploi du temps. Mais Dawn a un alibi solide. Elle était à son travail au moment des faits. Elle pouvait très bien porter la montre de temps en temps, ce qui expliquait qu'il y ait son ADN dessus. Dawn fournit également aux enquêteurs une photo où Randy porte aussi cette montre. Sur l'une des photos, la fermeture de la boucle correspond à celle de la montre qu'on avait retrouvée sur la scène de crime. Ça se voyait aux marques d'usure sur le bracelet. Sur une autre photo, Sweeney apparaît avec un paquet de Doral. Et pour couronner le tout, il possède une berline blanche. La voiture de Dawn et de Randy Sweeney correspondait exactement à la description du véhicule qu'on avait vu quitter le parc le jour du meurtre. Les empreintes palmaires retrouvées sur le comptoir de la caisse et sur un bout de papier près du corps de Carrie sont celles de Randy Sweeney. En mai 2007, Randy Sweeney est mis en examen pour meurtre avec préméditation. Le procureur pense que le jour du meurtre, Sweeney a regardé à l'intérieur du bureau et n'y a vu personne. Il est donc entré et a ouvert le tiroir-caisse pour s'emparer de l'argent. Mais Carrie l'a surpris en sortant des toilettes. Ils se battent, Sweeney la frappe et elle lui arrache sa montre. Sweeney traîne ensuite Carrie dans la pièce du fond et l'oblige à ouvrir le coffre-fort. Après s'être emparé des 2000 $ qui étaient à l'intérieur, il décide finalement de ne laisser aucun témoin. Il attrape la pierre de décoration et frappe Carrie à 5 reprises. C'est à ce moment que son paquet de cigarettes tombe de sa poche. En partant, il emmène avec lui l'arme du crime et la jette dans la rivière juste à côté. Il pense ainsi avoir effacé toute trace de son passage. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en réalité, il a laissé derrière lui une multitude d'indices. La vie est une chose très précieuse, mais fragile aussi. Elle ne tient qu'à un fil. Carrie a été assassinée 1 heure avant la fin de sa journée. Ce soir-là, elle avait prévu de sortir avec ses amis.
Je suis très reconnaissant envers tous ces gens. Ils ont tous gardé une photo de Carrie dans leur bureau et je sais qu'elle restera toujours dans leur cœur. Randy Sweeney est jugé coupable de meurtre avec préméditation et condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Après ce meurtre, les mesures de sécurité ont été renforcées dans le parc des Blue Mounds, mais aussi dans tous les autres parcs nationaux. L'accusé niait catégoriquement les faits et prétendait qu'il n'avait jamais mis les pieds là-bas. Mais les preuves médico-légales étaient sans appel. Qu'il l'admette ou non, Randy Sweeney était là-bas. J'avais une photo de Carrie que j'ai gardée sur mon bureau bien après que les recherches ont été abandonnées. Juste pour me dire qu'il ne fallait pas que je baisse les bras dans cette affaire. J'avais l'impression qu'elle me regardait en me disant « Je t'ai laissé tout ce qu'il te fallait, alors fais ton boulot ». La reconnaissance d'empreintes palmaires, utilisée dans cette minutieuse enquête qui s'est éternisée pendant 5 ans, consiste à capturer une image de la main en 3D afin d'en extraire des dizaines d'informations. Largeur, longueur, forme des doigts, ligne de la main. Un logiciel quadrille la paume en 16 zones de la taille d'une empreinte digitale et des capteurs infrarouges la photographient sous 2 angles. L'image finale est ensuite archivée dans un fichier informatisé afin d'être consultable à distance par les enquêteurs. En Allemagne, la reconnaissance d'empreintes palmaires a fait bondir de 30% le taux d'élucidation des crimes et délits. Sachez encore que Randy Sweeney n'a pas cessé de clamer son innocence durant les 4 semaines qu'ont duré son procès et que son avocat a interjeté le jugement en appel devant la Cour suprême. En vain, jugement et sentence ont été confirmés. Au total, plus de 300 échantillons d'ADN auront été analysés au cours de l'enquête, établissant ainsi un record pour l'État du Minnesota. Mais sans l'expertise des biologistes des laboratoires scientifiques de la police, cette collecte serait restée sans effet. Car, comme le disait avec humour Albert Einstein, ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science en ne les comprenant pas plus qu'une vache ne comprend la botanique des plantes qu'elle broute avec plaisir, devraient tous avoir honte. Souvenez-vous, qui a tenté de tuer Mademoiselle Stangerson et surtout, par où l'assassin a-t-il pu s'enfuir de la chambre jaune? La porte était fermée à clé de l'intérieur. Les volets de l'unique fenêtre étaient eux aussi fermés de l'intérieur. Et il n'y avait pas de cheminée. Dans le roman de Gaston Leroux, publié pour la première fois en 1907, c'est le jeune reporter Rouletabille, limier surdoué, qui va trouver la solution de cet affolant problème. Nombre d'auteurs de romans policiers et de scénaristes se sont employés depuis à imaginer à leur tour des crimes parfaits. Mais dans la vraie vie, les assassins ne partagent-ils pas tous le même rêve? Commettre un meurtre et brouiller les pistes de telle manière que la police ne puisse jamais retrouver leurs traces et les arrêter. L'histoire que je vais vous raconter maintenant commence comme un cauchemar, car le meurtrier n'a négligé aucun effort pour effacer le moindre indice. Il est même allé jusqu'à emporter l'aspirateur de la victime après s'en être servi pour nettoyer la scène de crime. La messe du dimanche à l'église Golden Gate de Fort Worth au Texas tient une grande place dans la vie de Glenda Furch. Ma mère avait toujours fréquenté la même église. C'était l'église de sa grand-mère. On y allait de génération en génération. C'était très important pour nous. Mais un dimanche matin, Glenda ne vient pas à l'église. Sa famille et les paroissiens s'inquiètent immédiatement pour elle.
D'après le pasteur, quand elle ne venait pas à la messe, elle appelait toujours pour s'excuser. On l'a appelée plusieurs fois, sans succès. Une des filles de Glenda décide de se rendre chez elle. En arrivant, elle remarque immédiatement que la voiture de sa mère n'est pas là. La porte d'entrée est fermée à clé. Glenda est absente. Mais il règne une chaleur étouffante dans l'appartement. La climatisation avait été baissée ou coupée. Il faisait vraiment très chaud. Et ça ne ressemblait pas à ma mère de couper la clim. Shimon suppose que sa mère s'est absentée pour quelques jours. Elle referme l'appartement et quitte les lieux. Le lendemain, Glenda ne se rend pas à son travail. Sa famille appelle alors la police pour signaler sa disparition. En arrivant sur les lieux, les enquêteurs constatent que la climatisation fonctionne de nouveau et remarquent tout de suite des signes inquiétants. Il y avait une énorme tache d'eau de javel sur le tapis de sa chambre, juste à côté du lit. La fille de Glenda informe la police que la veille, il n'y avait pas d'odeur d'eau de javel dans l'appartement. A priori, l'appartement avait été nettoyé. Certaines choses avaient disparu, comme la poubelle et l'aspirateur. Les analyses médico-légales de la tache ne révèlent rien d'anormal. Il n'y avait pas de traces de sang. Quelqu'un a également pris soin de nettoyer les poignées de porte, les interrupteurs et les robinets pour effacer toutes les empreintes. Mais où est donc Glenda Furch? On espérait encore. Dans ces cas-là, on continue d'espérer jusqu'au bout. D'après son employeur, Glenda serait venue travailler jeudi et aurait quitté l'entreprise aux environs de minuit. Ses relevés bancaires montrent qu'elle a fait le plein un peu plus tard, à minuit 24. On sait qu'elle a pris de l'essence. C'est la dernière transaction qu'elle ait faite avec sa carte bancaire. Depuis, Glenda Furch semble s'être littéralement volatilisée. La police en apprend très peu sur la vie privée de Glenda pour orienter l'enquête. Elle tenait vraiment à sa vie privée. Personne dans sa famille n'a pu nous donner le nom d'un éventuel petit ami, si tant est qu'elle en avait un. La police finit par trouver quelque chose dans ses archives. Quelques semaines plus tôt, Glenda a appelé pour signaler qu'elle se sentait menacée. Glenda Furch, 51 ans, a disparu. Et la police de Fort Worth a toutes les raisons de croire qu'elle a été assassinée. Elle rentrait du travail. Elle n'avait jamais rien fait de mal. Elle n'aurait jamais été impliquée dans une affaire louche. Et là, elle avait tout bonnement disparu. La vie de Glenda se limitait à son travail, ses 2 filles et ses petits-enfants. Elle aimait bien voyager, passer du temps avec ses petits-enfants, aller à l'église, faire du shopping comme beaucoup de femmes, et être avec sa famille. Ça comptait énormément pour elle. Le meurtrier a vraisemblablement emporté le corps sans vie et les objets de valeur dans la voiture de Glenda Furch. Puis, au risque de se faire prendre, il est revenu le lendemain sur le lieu de son crime pour tout nettoyer. Il a remis en marche la climatisation, effacé toutes les empreintes digitales, récuré cuisine et salle de bain, passé moquette et tapis à l'eau de javel. Et pour parachever le tout, il a emporté avec lui la poubelle et l'aspirateur. Et cette obsession machiavélique du détail a porté ses fruits, puisque les enquêteurs ne disposent dès lors d'aucun indice. Orientant leurs recherches dans une toute autre direction, ils épluchent la liste des appels téléphoniques de la victime. Heureuse initiative. Glenda a effectivement passé un appel au service d'urgence de la police quelques jours avant le drame. I just wanted to report last week this guy knocked on my door. When I asked who was it, he just went to rambling off about something he had to show me. I said, no, I'm not interested. And he said, oh, just give me a chance. Just give me a chance. You know, and he just stood there begging for me to open my door. À l'époque, il y avait pas mal de cambriolages à Fort Worth.
Les voleurs frappaient à votre porte ou l'enfonçaient tout simplement. Mais aucune des maisons n'a été nettoyée après les vols. La police en conclut donc que la disparition de Glenda n'est pas liée à cette série d'effractions. Les voisins de Glenda donnent alors une information capitale aux enquêteurs. On est tombé sur 2 jeunes qui emménageaient dans un appartement près de celui de Glenda ce matin-là. En fait, ce lundi-là, à environ 2 heures du matin, ils ont aperçu un Afro-Américain faire des allées et venues entre son appartement et une voiture. Elle était garée juste à côté. La description de la voiture correspond à celle de la disparue, une Mazda couleur or. Un autre témoin affirme avoir vu le même homme au volant de la Mazda entrer et sortir du parking dans la nuit de dimanche. Et le lundi matin, un 3e témoin affirme avoir vu ce même homme quitter l'appartement de Glenda. D'après ce témoin, l'homme qu'il avait vu entrer et sortir de l'appartement allait peut-être aux poubelles. Le fait qu'on l'ait vu passer et repasser comme ça dans le quartier pendant plusieurs jours, ou pendant une certaine période, laisse à penser qu'il connaissait le coin. Il avait peut-être même habité ici pendant un temps. Des techniciens de scène de crime s'emploient à vider la benne et le contenu d'une dizaine de sacs à la recherche de preuves. 5 de ces sacs contiennent des objets provenant de l'appartement de Glenda Furch. Si sa famille nous avait appelés mardi au lieu de lundi, ça aurait été trop tard. Les poubelles seraient passées le mardi matin et toutes nos preuves se seraient envolées. Dans un des sacs, la police découvre le reçu de cartes bancaires du plein effectué le jeudi soir, ce qui prouve que Glenda a passé une partie de la nuit chez elle. Quand on a récupéré toutes ces preuves dans la benne, pour nous, c'était le jackpot. Le sac contient également des canettes vides et des produits d'entretien, notamment une bouteille d'eau de Javel vide. La police retrouve également un chemisier de Glenda, déchiré de haut en bas dans le dos. Quand on tombe sur ce genre de choses, on pense tout de suite à une agression sexuelle. Un des enquêteurs qui travaillait sur l'enquête m'a dit « Darla, nous n'avons aucune certitude, mais en tout cas, ce n'est pas bon signe du tout. » Les enquêteurs mettent la main sur un autre indice intéressant. On a trouvé un enrouleur et des morceaux de ruban adhésif. Il y avait aussi des fils électriques qu'on avait vraisemblablement utilisés pour attacher quelque chose avec des nœuds dessus, et d'autres objets qui pouvaient avoir un lien avec ce crime. Quelqu'un a vraisemblablement utilisé le ruban adhésif et les fils électriques pour immobiliser Glenda. Nos pires craintes devenaient réalité. Les seules empreintes relevées dans l'appartement sont celles de Glenda Furch. Ces empreintes étaient enregistrées dans les fichiers de la police car elle avait fait une demande de permis de port d'armes, une arme qui a disparu de son appartement. Même les enquêteurs les plus chevronnés sont impressionnés par les efforts déployés pour nettoyer les lieux. Tout avait été lavé. En général, on trouve toujours tout un tas d'empreintes sur les miroirs de salle de bain. Là, il n'y avait pas la moindre trace. A priori, c'était un fan des experts. Tout avait été aspiré, certainement pour récupérer les cheveux et toutes les fibres. La personne qui a utilisé l'aspirateur a pris soin de l'emporter avec elle. On doit savoir ce qui s'est passé. Si quelqu'un a des informations, on s'en remet à la communauté. Aujourd'hui, c'est moi qui suis touché, mais demain, ça pourrait être vous. 5 jours après la disparition de Glenda, la police reçoit un appel. On signale qu'un incendie s'est déclaré dans une station de lavage de voitures à 35 km de là. Sur place, les pompiers découvrent une Mazda couleur or dévorée par les flammes. On a utilisé un produit inflammable, donc c'était un incendie criminel. L'incendie est finalement maîtrisé. La police ne retrouve aucun corps à l'intérieur. Les plaques d'immatriculation ont été retirées, mais le numéro de série de la voiture est intact. Il s'agit bien du véhicule de Glenda Furch. Pendant que la police menait son enquête, nous aussi on faisait notre petite enquête en quelque sorte. On collait des avis de recherche dans les environs, on parlait avec la presse. Et
si le crime était moins parfait qu'il n'y paraît? Et si le meurtrier de Glenda Furch avait commis des erreurs? La découverte de la voiture incendiée va-t-elle enfin permettre aux enquêteurs de recueillir des indices, voire des preuves matérielles? Tandis que les experts s'emploient à passer au peigne fin les tôles carbonisées et le contenu du coffre, une information leur parvient. Le corps d'une femme, enveloppé dans un édredon ceint de fils électriques, a été découvert non loin de là, le long d'une voie ferrée. D'un seul coup, l'enquête s'accélère. Mais au lieu d'éclaircir le mystère, cette découverte va contribuer à brouiller les pistes. À ce moment-là, il ne faisait plus aucun doute que nous venions de retrouver le corps de Glenda. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le dossier dentaire de Glenda permet rapidement aux experts médico-légaux d'établir que ce cadavre n'est pas le sien. Cette nouvelle a terrassé tout le monde. Combien d'autres femmes allions-nous retrouver enveloppées dans un édredon bleu avec des fils électriques? A priori, plus d'une. La police continue de traquer le tueur. Un mois après la disparition de Glenda, la police remarque un homme en train de vider le coffre d'un véhicule volé. Alors qu'il est sur le point d'être appréhendé, le suspect prend la fuite. Il a brûlé plusieurs feux, a évité de justesse plusieurs collisions et il a réussi à prendre l'autoroute. On n'aurait jamais pensé qu'une voiture comme ça puisse rouler aussi vite. La course-poursuite a duré pas mal de temps et la voiture a fini par faire un tonneau. Les policiers ont interpellé le jeune homme qui conduisait pour délit de fuite et vol de voiture. Le voleur s'appelle Rodney Owens, 40 ans, et il a une longue carrière criminelle derrière lui. Rodney s'était fait renvoyer de l'armée pour outrage envers un officier. Il avait agressé son supérieur. C'est plutôt grave. Le casier judiciaire de Rodney révèle qu'il a été arrêté plusieurs fois pour violences aggravées, notamment à l'encontre de son ex-petite amie. La jeune femme confie alors aux enquêteurs qu'Owens a déjà menacé de la tuer. Il a dit qu'il pourrait très bien l'attraper par derrière, lui mettre un sac en plastique sur la tête et la regarder s'étouffer. Elle raconte aussi à la police que depuis un certain temps, Owens s'était mis à les suivre, elle et ses collègues. Il conduisait une Mazda couleur or, semblable à celle de Glenda, précisément à l'époque de sa disparition. Un de ses collègues s'est approché du véhicule et a relevé le numéro de la plaque. Il a tout de suite appelé la police pour le communiquer. Le numéro ne correspond pas à la Mazda de Glenda, mais à un camion. Le propriétaire affirme les avoir jetés près de chez lui, dans un conteneur à ordures qui se trouve justement tout près de chez Glenda. Finalement, il s'agissait du bâtiment à côté de celui de Glenda. Il n'a eu qu'à changer les plaques. Les enquêteurs apprennent également qu'à une certaine époque, Owens habitait avec sa mère dans le même immeuble que Glenda Furch. L'appartement de la famille Owens donnait directement sur celui de Glenda. Mais il y a un autre élément troublant. Lorsque les enquêteurs fouillent le véhicule volé par Owens, ils trouvent un sac contenant un rouleau de ruban adhésif de marque Tape-It. Or, cette marque n'est distribuée que dans quelques magasins de la région de Fort Worth. Et c'est justement celle qui a été utilisée pour immobiliser Glenda Furch. Le sac contenait aussi une arme de poing, un couteau de chasse et des fils électriques pleins de nœuds. Les enquêteurs cherchent maintenant à établir si ces objets correspondent à se trouver dans la benne devant l'appartement de Glenda. Ils envoient donc toutes ces pièces à conviction au laboratoire médico-légal pour analyse. Les experts remarquent une similitude avec les fils électriques retrouvés dans la benne.
Il s'agissait du même type de fil et surtout du même type de nœud que ceux retrouvés devant chez Glenda. Nous avons reçu différents éléments, dont des prélèvements provenant de canettes, des échantillons de serviettes et aussi de vêtements. Les échantillons prélevés sur les canettes contiennent de la salive. Et il y a aussi une empreinte digitale partielle sur l'une d'elles. Grâce aux vapeurs de superglue et à la ninidrine, les experts parviennent à révéler une autre empreinte partielle sur le carton du rouleau de scotch retrouvé dans les poubelles. La ninidrine et la superglue ont mis en évidence une empreinte qu'on a pu photographier par la suite. Les techniques de prélèvement d'empreintes digitales n'ont pas cessé de se perfectionner. Au début du XXe siècle, seules les empreintes imprimées sur une surface lisse et sèche étaient exploitables grâce à l'emploi de poudres minérales ou organiques. Puis, des poudres fluorescentes ont permis de travailler sur des surfaces réflectives ou multicolores, comme le verre ou le papier glacé. Enfin, les experts ont été capables de recueillir des traces papillaires sur toutes sortes de matériaux tels les plastiques, les cuirs, le carton ou les textiles. Dans les années 1980, un ingénieur japonais a découvert par hasard que les empreintes se détachaient en blanc sur les objets que l'on avait placés dans une armoire étanche et humidifiée dans laquelle on avait fait chauffer de la superglue. Ce système de fumigation s'est révélé d'une redoutable efficacité. Dans notre enquête, les experts sauront-ils exploiter l'empreinte recueillie sur le rouleau de ruban adhésif retrouvé dans le coffre de la voiture incendiée de Glenda Furch? J'ai demandé un agrandissement de cette empreinte et je l'ai comparée à un agrandissement des empreintes de M. Owens. Et l'empreinte sur le rouleau adhésif était bien la sienne. Les experts médico-légaux découvrent également des preuves biologiques sur une serviette de toilette provenant a priori de l'appartement de Glenda. Les analyses montrent qu'il s'agit de sperme. Le profil ADN établi à partir de ces prélèvements est comparé à celui de Rodney Owens. Le résultat est sans appel. Le profil ADN obtenu à partir de la canette correspondait parfaitement à celui de Rodney Owens. Et pour ce qui était du sperme recueilli sur la serviette de bain, il s'agissait aussi de celui du suspect. Rodney Owens est arrêté et inculpé du meurtre de Glenda Furch. Mais finira-t-il par révéler aux enquêteurs ce qu'il a fait du corps? Alors qu'il est en détention préventive, Rodney Owens se laisse aller à quelques confidences durant une conversation avec un co-détenu. Le suspect a dit à un autre prisonnier qu'il savait que cette femme vivait seule et qu'elle travaillait de nuit. Elle avait une belle voiture et donc il était persuadé qu'elle avait de l'argent. La police sait que Rodney Owens habitait juste à côté de chez Glenda. Il connaissait ses horaires et ses habitudes. La nuit du meurtre, Glenda se gare dans le parking de sa résidence. La police pense qu'Owens a utilisé une arme pour entrer de force dans son appartement. Les preuves montrent qu'il a ensuite utilisé du ruban adhésif et des fils électriques pour l'immobiliser, avant de la violer et de la tuer. Il s'est emparé de tout l'argent liquide qu'il a pu trouver, ainsi que de tous les objets de valeur. Puis, il a enveloppé le corps de Glenda dans une couverture, avant de le déposer dans la voiture. Personne ne sait où il a abandonné le corps de sa victime. Le dimanche, une des filles de Glenda passe chez elle pour voir si tout va bien. Owens revient dans la nuit de dimanche à lundi pour nettoyer les lieux. Il emporte avec lui l'aspirateur et tout ce qu'il a utilisé pour effacer les traces de son passage.
Owens se débarrasse de la plupart des objets qu'il incrimine dans une benne située non loin de là, mais il laisse des empreintes partielles sur une canette et sur un rouleau de ruban adhésif. Il laisse aussi son ADN sur la canette et sur une serviette de toilette que les enquêteurs retrouveront un peu plus tard. Alors qu'il jette les sacs dans la benne, il met la main sur de vieilles plaques d'immatriculation et il les récupère pour les mettre sur la voiture de Glenda. Plus tard, il suit son ex-petite amie à son travail. C'est là que les collègues de la jeune femme ont la présence d'esprit de relever le numéro de la plaque. Et c'est précisément cette plaque qui prouve sa présence sur les lieux du meurtre. Quand Owens met le feu à la voiture de sa victime, il a déjà laissé de nombreuses preuves dans la benne située à côté de chez Glenda. On ignore encore les circonstances exactes de la mort de Glenda. Mais grâce aux empreintes, aux échantillons de sang et de sperme, on a pu reconstituer les faits. Ça suffisait pour savoir qu'elle avait été assassinée. Il y a certainement eu une agression sexuelle dans cet appartement, mais on ne peut pas le prouver. Vous nous avez arraché une mère, une grand-mère. Elle était aussi l'enfant de quelqu'un. C'est vraiment injuste. La défense part du principe qu'il n'y a pas de corps et que, par conséquent, il est impossible de prouver que Glenda est morte. Mais tous les témoins entendus dans cette affaire ont déclaré que Glenda Furch n'aurait jamais abandonné sa famille, son église et son travail. Alors que le mobile du meurtre est évident, Owens avait besoin d'argent. Il n'avait pas été condamné avant. Mais depuis qu'il n'avait nulle part où aller et personne pour l'aider, il était devenu de plus en plus violent. Pourriez-vous vous lever et donner votre verdict? Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. 1 an après la disparition de Glenda Furch, Rodney Owens est reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. Il s'est vu proposer une remise de peine s'il avouait ce qu'il avait fait du corps, mais il a refusé. Ce qui est le plus difficile à supporter, c'est le fait de ne pas savoir. Aujourd'hui encore, on ignore où elle est. Et c'est comme une plaie qui refuse de guérir. Tout était lié. Les objets retrouvés dans la benne, l'ADN d'Owens retrouvé sur les affaires de Glenda, tout était lié. Mais sans les preuves médico-légales, on n'aurait jamais pu assembler toutes les pièces du puzzle. Je ne connaissais rien aux sciences médico-légales. J'en avais vaguement entendu parler à la télé, mais j'y connaissais pas grand-chose. C'est pendant l'enquête, en discutant avec le procureur, les enquêteurs, que j'ai vraiment découvert ce que c'était. C'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Alors que dans un premier temps, Rodney Owens avait accompli le crime presque parfait, il a ensuite multiplié les erreurs pour le plus grand bien de la justice et de la famille de la victime. Il a roulé dans la voiture volée de Glenda Furch. Et bien qu'il ait pris la précaution de changer les plaques minéralogiques, cette Mazda de couleur or restait identifiable entre toutes. Il a ensuite conservé dans le coffre les fils électriques et le rouleau de ruban adhésif dont il s'était servi pour entraver la grand-mère. Il s'est ensuite débarrassé d'autres preuves matérielles et d'objets compromettants dans une benne à ordures du quartier. Et pour finir, il a harcelé son ex-petite amie jusqu'à ce que cette dernière avertisse la police. Cette série d'imprudences a facilité son arrestation. Durant son procès, Rodney Owens a refusé d'admettre les faits et donc de révéler l'endroit où il avait fait disparaître le corps. Son avocat a utilisé cet argument pour plaider le doute raisonnable. Mais le procureur a contré cet argument en déployant devant le jury des cartes représentant chaque lieu concerné par l'enquête, les pièces à conviction, un calendrier précis et une chronologie des événements. Un témoignage à charge de la compagne du meurtrier a fini par remporter l'adhésion du jury. Même en l'absence du corps, Owens a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à une peine de prison à perpétuité.
C'est sur ce verdict que prend fin cette émission. Merci de nous être fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Si les faits divers vous intéressent, alors les récits extraordinaires de Pierre Bellemare sont faits pour vous. Chaque lundi et chaque jeudi, découvrez une nouvelle histoire sur des enquêtes criminelles mystérieuses, des disparitions inexpliquées, des trahisons familiales et d'autres énigmes policières hors du commun. Pour ne rien manquer et rester informé de la sortie des nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un univers de polar disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Europe 1. On de Latte raconte. Christophe On de Latte. L'histoire d'aujourd'hui va vous secouer, c'est sûr. Car c'est l'histoire de la maman d'un enfant très lourdement handicapé qui, lorsqu'il a 3 ans, décide de mettre fin à ses jours. Et cette maman, c'est vous, Anne Ratier. Bonjour. Bonjour. Vous racontez votre douloureux parcours dans un livre qui paraît chez City. J'ai offert la mort à mon fils. C'est une histoire qui peut choquer, qui peut heurter des convictions, j'en suis parfaitement conscient, et vous aussi. Mais je pense que pour se forger une opinion, il faut écouter votre histoire d'un bout à l'autre. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. J'ai écrit votre histoire sans vous juger, en essayant d'être le plus fidèle possible à vos mots, et on en parle après. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe On de Latte. Mon histoire commence bien. Un jour de grand soleil, le jour de la Toussaint 1984. Je suis enceinte de mon premier enfant, je ressens les premières contractions dans l'après-midi, et nous partons donc pour la clinique. Nous y arrivons joyeux, impatients. Le médecin qui me suit me fait passer une échographie. Bon, ça se présente bien. Je vais vous laisser dans les mains de la sage-femme de garde, et à plus tard. Et oui, on est un jour férié. Et les heures passent interminables. Et ma douleur augmente. Et assez vite. Elle laisse place à de l'angoisse. Mes contractions me déchirent le dos. Mais le bébé ne descend pas. Mon mari perd patience, il demande de l'aide, la sage-femme vient. Mais non, enfin c'est rien. Ne vous inquiétez pas, madame. Je me dis que je suis trop douillette, et donc je supporte. Pour me donner du courage, je pense à mon bébé qui sera bientôt contre moi. À un moment, je suis au bord de l'évanouissement. « 21h, 22h, 23h, le temps passe et rien ne se passe. Parfois le téléphone sonne, c'est le médecin, il demande si tout va bien. Oui, docteur. Oui, tout va bien. Pas de souci. Elle a peur de le déranger, de gâcher sa Toussaint en famille. Je lui dis, pourquoi est-ce que vous mentez? Vous voyez bien que ça va pas. Non, elle ne voit pas, elle n'entend pas. Elle secoue les épaules, elle me jette un coup d'œil sévère. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de frapper. J'ai envie de lui faire mal. Minuit, 2 heures, 3 heures, mon état empire. Mes mains déchirent les draps, et elle? C'est normal, c'est votre premier enfant, vous verrez. Plus tard, vous n'y penserez plus. 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Ça dure comme ça jusqu'au petit matin.
Et vers 8 heures, le médecin arrive pour constater que le cœur du bébé ne bat plus. Je l'entends dire « Mais enfin, il fallait me prévenir !» Et là, une panique s'empare de l'équipe. Il faut faire une césarienne, en urgence. Je n'ai plus de corps. Je l'ai senti, moi, la souffrance de mon bébé. J'ai senti l'instant précis où il a cessé de se battre pour la vie. J'entends des bribes de phrases. Ses ongles sont bleus. Elle avale le tuyau à oxygène. De l'autre côté de la vitre, le médecin va voir mon mari. Bon, vous avez un petit garçon qui présente un problème respiratoire. Assez courant chez les enfants qui naissent par césarienne, c'est sans gravité. Vous êtes d'accord pour qu'on le fasse transporter à l'hôpital ? Il nécessite des soins. Mon mari lui fait confiance. Il accepte. Il signe le papier. Et à ce moment-là, il le voit. Notre bébé, il le voit. Un petit visage encadré d'une impressionnante touffe de cheveux noirs, le reste de son corps enveloppé dans une sorte de couverture en aluminium. Plus tard, il me dira que ça lui a fait un choc. C'était pas un regard de bébé, tu vois. C'était comme le regard de quelqu'un qui a déjà vécu. C'était un regard d'adulte. Moi, je suis toujours inconsciente. Je ne sais pas que Frédéric, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler, que Frédéric a eu des convulsions, qu'il n'y avait pas de matériel sur place, et que c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé en soins intensifs à l'hôpital, et pas dans un grand hôpital, dans un hôpital interdépartemental. Je ne sais pas dans quel état mon enfant, mon premier enfant, va sortir de cet hôpital. Quand je reprends connaissance, pour m'éviter tout contact avec les autres mamans, celles qui ont leur petit ange dans les bras, on m'installe en chirurgie. Et mon mari m'explique. Chérie, ils m'ont dit que c'était sans gravité, que c'était courant après une césarienne. Mais moi, j'y crois pas. Il est mort. Et on attend que j'aille mieux pour me le dire, mais il est mort. Et s'il est vivant, je veux le voir. Je veux le tenir dans mes bras. Alors quand je me retrouve toute seule, je me hisse péniblement au bord du lit. Je prends une inspiration. Je me mets debout. J'ai mal. J'ai chaud. J'ai froid. Je vais vers la salle de bain. Le sol tangue. Et je m'effondre. Madame Ratier, enfin! Vous n'êtes pas sérieuse? Vous devez rester dans votre lit. Je veux le voir. Je veux sortir, et donc, je recommence. Je me relève, je me cramponne au dossier d'une chaise. Quand ça tourne, je m'assois dessus. Je respire, et je recommence. Je m'entraîne. Et dès que je me sens prête, je range mes affaires. Et j'exige qu'on me laisse sortir pour aller voir mon bébé. Mais le médecin refuse. Ça n'est pas sérieux. Après une césarienne, il vous faut du repos. Je ne suis pas votre prisonnière. Et vos inquiétudes arrivent un peu tard? Non. C'était avant qu'il fallait s'inquiéter. Vous pensez pas? Est-ce qu'il peut me rassurer sur l'avenir de mon fils? Est-ce qu'il a subi des dommages irréversibles? Parce que moi, c'est ça que je redoute. Lui, il a fait signer à mon mari une autorisation de soins. Son existence de médecin respecté se poursuivra sans encombre. Mais nous, qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Et puis je quitte la clinique avec mon mari. Il va se sortir. T'inquiète pas. Ce sera peut-être un peu long, mais il y arrivera. Je n'en crois pas un mot. On prend la direction de l'hôpital et
nous voilà au service des soins intensifs pour nourrissons. On commence par nous mettre dans un sas de désinfection, on enfile une blouse, un bonnet, des surchaussures, et on pénètre dans le sein des seins. Et je le vois, dans une couveuse, mon fils, relié par des tuyaux à des appareils énormes, effrayants. Et il me regarde. Je l'ai abandonné. Je l'ai laissé tout seul. Madame, il faut y aller maintenant. Vous reviendrez demain. Comme si demain allait tout changer. Et on revient le lendemain, et les jours d'après. Et Frédéric vit toujours grâce à ces monstrueuses machines, sans personne pour lui donner un biberon. On lui a placé une sonde directement dans l'estomac, et lui, il se débat, il arrache sa sonde. L'infirmière la lui remet. Mais enfin, arrêtez ça! Alors un jour, je prends l'initiative de lui donner moi-même les biberons. Et tous les jours, il boit un peu plus, un peu mieux. Un mois plus tard. Bien. Vous allez pouvoir rentrer chez vous avec Frédéric. Mais il va falloir nous le ramener régulièrement pour des visites de contrôle. Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sera l'avenir de notre fils? Oh, c'est beaucoup trop tôt là. Son électroencéphalogramme est perturbé. On l'a placé sous Gardénal. Il aura probablement un retard dans les acquisitions motrices, mais il récupérera, vous verrez. On est sur le point de partir, et là, dans le couloir, on croise un infirmier qui pousse un appareil avec un tout petit bout de chou à l'intérieur. Oui, c'est un petit garçon qui est né prématurément à 7 mois de grossesse. Il vient tout juste d'être opéré d'une tumeur au cerveau. Je reste tétanisé. Est-ce qu'ils ont pensé à la vie qui attend ce gamin? À l'enfer que vont vivre ses parents? Eux aussi, ils ont signé une autorisation d'opérer? Ou alors ils ont donné leur accord pour des raisons religieuses? Je veux pas savoir. Je fais l'autruche. Je vais pas gâcher ce jour merveilleux où Frédéric est enfin avec nous. Notre retour à la maison ressemble à celui de tous les parents du monde. Il tète, il dort, sauf que Frédéric peine à prendre ses biberons. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est une vie presque normale. J'ai dit presque. Parce que quand on se promène, les gens me disent « Oh, il est beau votre bébé !» Mais moi, je ne me suis pas remise de cette naissance. C'est pas le baby blues, non. C'est quelque chose de diffus, de lourd, de tenace, comme une intuition du chaos à venir. De temps en temps, quand Frédéric dort dans sa chambre, je m'installe dans le salon et j'essaye de prendre du recul. C'est ma punition. Je me suis marié trop tôt. Ils avaient raison, ceux qui disaient « Tu vas pas te marier à 23 ans. Tu viens à peine de sortir de tes livres, de tes études. Cet homme n'est pas fait pour toi. 14 ans de plus que toi. » Et puis, je me reprends. Absurdité sort de ce corps, ou plutôt de cet esprit. Et je me mets à acheter des tonnes de livres sur l'évolution d'un nourrisson et sur les étapes de l'acquisition, les causes de certains retards,
ce qui peut être récupéré, ce qui ne se récupérera jamais. Et après je regarde mon fils, les réflexes qu'il a, ce qu'il devrait ne plus avoir, et là, ma gorge se noue. J'en parle quand on va à l'hôpital. Il y a eu un laps de temps pendant lequel il a manqué d'oxygène, ok? J'ai lu que ça pouvait causer des dégâts irréversibles. Vrai ou faux? Ne lisez pas les livres, madame. Ils ne vont vous apporter aucune aide. Oui, mais moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Retrouvez Christophe Andelat pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Si les faits divers vous intéressent, alors les récits extraordinaires de Pierre Bellemare sont faits pour vous. Chaque lundi et chaque jeudi, découvrez une nouvelle histoire sur des enquêtes criminelles mystérieuses, des disparitions inexpliquées, des trahisons familiales et d'autres énigmes policières hors du commun. Pour ne rien manquer et rester informé de la sortie des nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un univers de polar disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Europe 1. Andelat raconte la suite de votre récit. Et maintenant, il a 1 an. Et il ne tient toujours pas sa tête. Et il se mord la lèvre si fort que parfois elle saigne. Et quand je veux lui donner à manger, quand j'avance la cuillère de purée, il comprend pas. Il n'ouvre pas la bouche. Alors je le mets sur mes genoux, j'essaye d'introduire la nourriture entre ses dents serrées. Il s'étouffe. Et moi je panique. Je suis tenté de renoncer à le faire manger, mais je ne veux pas qu'il retourne à l'hôpital. Ah ça non. Et le pire, c'est de ne pas savoir. Le pire, c'est que l'équipe médicale ne répond pas à nos questions. Alors nous prenons rendez-vous dans un hôpital spécialisé dans le handicap. Une dame nous reçoit. Elle examine Frédéric. Madame, monsieur, je suis désolé d'avoir à vous l'apprendre, mais outre le fait que votre fils a un lourd handicap moteur qui est dû à de graves lésions cérébrales, il est sourd et il est aveugle. Sa place est à l'hôpital. Il n'a pas d'avenir ailleurs. Et si je peux m'autoriser un conseil. Pour votre santé, pour votre équilibre. Faites notre enfant. On sort et on s'assoit. On est incapable d'aller plus loin. Et c'est mon mari qui parle le premier. Tout ça est faux. Enfin, cette femme se trompe. Tu le vois bien tourner la tête quand tu entres dans sa chambre. Et puis le moindre bruit lui fait peur. Alors en rentrant, on fait des tests. On met Frédéric sur les genoux de mon mari, j'allume une lampe, je me déplace, j'éteins la lampe, je l'appelle. Frédéric? Il tourne son beau visage vers moi. Alors nous prenons rendez-vous dans un service de neurologie à Paris. Il faut que je vous raconte ça. Le professeur est dans son bureau, au milieu d'une cour d'internes obséquieux, et il leur parle à eux, pas à nous. Vous voyez, il ne devrait plus avoir ce réflexe depuis l'âge de 6 mois. On a là un signe pathologique indéniable. Et là, enfin, il se tourne vers nous. Votre fils a un problème. Tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'il ne dansera jamais le rock'n'roll avec ses copines. Il faudrait, avec votre accord, envisager de le prendre à l'hôpital. Vous pourrez venir le voir autant que vous le souhaitez. Il n'en est pas question. On ne le laissera jamais. Alors gardez-le. Mais quand il sera plus grand, plus lourd, plus fort, quand vous serez incapable de le nourrir, de l'habiller, vous viendrez me demander de le prendre, Le week-end qui suit, mon père, mon papa, me parle comme il ne m'a jamais parlé.
Tu sais, ma chérie, je donnerai ma propre vie pour rendre à cet enfant ce qui a été détruit. Je crains pas la mort, tu sais. Ma vie est faite. Alors quand vous aurez la certitude qu'il n'y a plus d'espoir, amenez-le ici. Et on partira tous les deux. Il y a pire que de mourir, tu sais. À partir de maintenant, considère que je suis prêt. Je n'attends que ton signal. Je suis bouleversé. Je ne lui ai fait aucune promesse, car une partie de moi est en accord avec lui, mais une autre s'insurge. Mais c'est vrai, dans certaines circonstances, la mort peut être plus douce que la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible que de ne pas avoir conscience de ce qu'on est, de ne pas avoir conscience de vivre, d'ignorer qu'on est au monde? On a décidé de faire un scanner avec une ordonnance du médecin de famille de mon mari. Humain, lui. Et pour l'interpréter, on a pris rendez-vous avec un neurologue dans un hôpital de Paris. Docteur, nous vous demandons de nous dire la stricte vérité. Ne cherchez pas à nous épargner. Je vous en supplie. Il examine notre fils avec beaucoup de douceur. Et puis il prend son dictaphone. Cher confrère, virgule. Je vois aujourd'hui l'enfant que vous m'avez envoyé, point. Le scanner montre une atrophie cortico-sous-corticale modérée et une hyperdensité des régions thalamiques, point. Le tableau clinique est celui d'une tétraplégie mixte à prédominance extra-pyramidale, point. Et il dit à son dictaphone que quand Frédéric aura 3 ans, il faudra le placer dans un centre spécialisé. On est abasourdi. Jusque-là, on avait refusé l'idée que ce soit aussi grave. Mon mari, surtout, voulait y croire. Et moi non plus, je n'avais pas renoncé à espérer. En sortant, on se précipite désemparé avec cette lettre chez notre médecin de famille. Il la lit. Il grimace. Si celui qui a fait naître votre enfant avait pris ses responsabilités, il ne l'aurait pas réanimé. Il n'aurait pas appelé le SAMU, il n'aurait pas demandé son transfert à l'hôpital. Mais non, il a condamné votre petit à l'avenir le plus sombre qui soit. Le cerveau est détruit. On peut tenter une rééducation, mais il ne tient même pas sa tête. Ne vous faites aucune illusion. Il ne récupérera pas. Frédéric vient d'avoir 2 ans lorsque naît son petit frère Hugo. Et à partir de là, toutes les comparaisons avec Frédéric nous attristent. On découvre les joies simples des biberons qu'on donne sans peur de le voir s'étouffer. Hugo sourit, Hugo gazouille, Hugo tente de jouer avec son frère qui évidemment reste sans réaction. Et dans un coin de ma mémoire, il m'arrive de méditer la proposition de mon père. Mais je la repousse. Mon père est malade. Il va mourir. Et sur son lit de mort, il me dit: le petit ne récupérera jamais, Anne. Il ne vit pas, là. Il n'en finit pas de mourir. Je voulais... Tu t'en souviens? Il me demande pardon de s'en aller sans être capable d'emmener son petit-fils comme il me l'a proposé. Alors je me penche vers lui et je murmure à son oreille: t'inquiète pas, Guigui. Ton petit-fils ne vivra pas comme un légume. On ne l'abandonnera pas à tes ennemis. Je te le promets. Fais-moi confiance. Je tiendrai ma promesse. La décision de mettre fin au jour de mon fils
Je l'ai prise dans une souffrance atroce. Il n'y a pas de circonstance plus cruelle pour une mère que de choisir en conscience la mort pour l'enfant qu'elle a mis au monde. Petit, innocent, l'enfant qui s'en remet à elle, qui attend tout d'elle, sauf ça. Mais de là à passer à l'acte. Un jeudi, en fin d'après-midi, je vais vers l'armoire à pharmacie. Je prends le tube de médicaments que Frédéric prend depuis sa naissance pour traiter son épilepsie. Je le vide tout entier dans une soucoupe. Je le réduis en poudre. Je revois encore ma main qui tremble. Mes larmes qui coulent se mélangent à la poudre. Je rajoute un peu de lait. J'entre dans la chambre. Je prends mon fils dans les bras. Et je le berce pendant au moins 2 heures. Je respire son odeur. Je lui dis que je l'aime. Et après, avec une infinie douceur, je lui fais boire le contenu de la soucoupe. Puis je le remets dans son lit. Et je sors. Je vais vers le salon. Je me laisse glisser sur le sol. Quand mon mari rentre du travail, quand il me voit comme ça, écroulé, le regard éteint, il comprend. Il n'est pas surpris. Depuis la mort de mon père, on était d'accord. Nous allons voir notre cher médecin de famille, très âgé. Je lui explique. Il se lève, il contourne son bureau. Il vient poser ses mains sur mes épaules. Vous savez, Anne, dans ma carrière, j'ai aidé plus d'une personne à quitter dignement la vie. Et si vous étiez venu me trouver pour Frédéric, au lieu d'agir seul, je vous aurais aidé. Il effleure ma joue, il retourne s'asseoir. Son coma va sans doute durer plusieurs jours. Surtout attendez qu'il soit mort avant d'appeler un médecin. Il serait capable de l'envoyer en réanimation. Et il écrit un courrier, dans lequel il explique qu'il suit cet enfant depuis sa naissance et que son décès, étant donné son état, était prévisible. Le lendemain matin, nous mettons Frédéric sur la banquette à l'arrière de la voiture et nous roulons 600 kilomètres jusqu'à chez ma mère, dans une solitude absolue. Et auprès de maman, pendant 4 jours interminables, nous le baignons, nous le massons, nous dormons près de lui, nous le tenons contre nous. Parfois il soupire, et là une partie de moi supplie qu'il rouvre les yeux. Frédéric nous quitte le jour de ses 3 ans. Je n'oublierai jamais sa petite main dans la mienne. 3 petits souffles chauds qui s'échappent de sa bouche entr'ouverte. Et son visage qui se détend et qui se fige avec un sourire de sérénité enfin atteinte. Il est beau. Il est beau à couper le souffle. Moi, si j'ai rompu le silence, c'est pour éviter l'asphyxie. Oui, je suis un cri de défense, un cri qu'on pousse à la folie. Je ne suis qu'un cri. Pardonnez si je vous dérange, je voudrais être un autre bruit, être le cri de la mésange, n'être qu'un simple gazouillis, tomber comme un flocon de neige, être le doux bruit de la pluie. Mais je suis un cri qu'on abrège, je suis la détresse infinie. Je ne suis qu'un cri.
Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.